Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le fruit est l'organe comestible des plantes à fleurs qui contient les graines et succède à la fleur. Et le légume est la partie d'une plante potagère qui se consomme. Cela peut être le fruit, la graine, la fleur, la tige, le bulbe, la feuille, le tubercule, le germe ou la racine de la plante. Les fruits et légumes contiennent de nombreux nutriments. Parmi ceux-ci se trouvent principalement des fibres alimentaires, des vitamines, des sels minéraux et plusieurs composés antioxydants. La consommation des végétaux a un rôle protecteur et est bénéfique en récupération afin de limiter la fatigue sur le long terme. Et selon les nutritionnistes, il est conseillé, voire recommandé, de manger chaque jour des fruits et légumes de qualité afin de rester en bonne santé. L'impact de la dégradation rapide des fruits et légumes sur la santé des consommateurs devient un sujet crucial à explorer. Dans notre monde moderne où les habitudes alimentaires sont souvent dictées par la commodité et la rapidité, il est essentiel de comprendre comment la qualité des aliments que nous consommons peut affecter notre bien-être. Il s'agit d'examiner les conséquences de la détérioration rapide des fruits et légumes sur l'impact les conséquences de la détérioration rapide des fruits et légumes sur la santé ainsi que les mesures que nous pouvons prendre pour préserver leur valeur nutritionnelle. Pour éclairer davantage nos lanternes sur l'impact de la dégradation rapide des fruits et légumes sur la santé des consommateurs, il est essentiel d'examiner de près la qualité des aliments que nous consommons et comment ils peuvent influencer notre bien-être. Dans cette exploration, nous plongerons dans les effets de la détérioration rapide des produits frais sur notre santé. Quels sont les facteurs qui contribuent à la dégradation rapide des fruits et légumes? Comment peut-on préserver leur valeur nutritionnelle? Quel peut être l'impact de la consommation de ces aliments devenus impropres à la consommation? En d'autres termes, comment réduire les risques de contamination des fruits et légumes tant conseillés? Et pour répondre à ces différentes questions, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Korotimi Traoré, chercheur en biochimie, microbiologie, sciences alimentaires à la direction des technologies alimentaires de l'IRSAT. Monsieur Abdoulaye Gueye. Monsieur Gueye est nutritionniste chargé de la fortification et de la sécurité sanitaire des aliments à la direction de la nutrition au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Dasmane Traoré. Monsieur Traoré est le président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Et puis, Monsieur Mamadou Dawo. Monsieur Dawo est ingénieur agronome. Il est à la direction de la protection des végétaux et du conditionnement. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Vos préoccupations sont attendues au 3073. Monsieur Gueye, quels sont les bienfaits de la consommation des fruits et légumes et comment en bénéficier? Merci bien pour cette question et surtout pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur les fruits et légumes. Il faut dire déjà que les fruits et légumes, leurs vertus ne sont plus à démontrer. Cependant, ils cachent encore certains secrets que peut-être la plupart des consommateurs, même s'ils en consomment, ne sont pas toujours suffisamment informés sur les bénéfices. Ainsi, par exemple, les fruits et légumes, de par leur teneur en eau, favorisent déjà l'hydratation de notre organisme. En plus de cela, ils sont très riches en vitamines et sels minéraux, ce qui permet donc de renforcer le système immunitaire, mais aussi de pouvoir, à travers les fibres dont ils ont une bonne teneur, de permettre de lutter contre certaines maladies chroniques, notamment la constipation, et faciliter le transit digestif. Voici donc autant d'éléments. Ajouté à cela, il faut dire que de sa faible teneur en lipides et en sucre, il permet aussi de pouvoir réduire en tout cas l'impact négatif sur le diabète de type 2. Merci. Docteur Traoré, quelles précautions faut-il prendre pour bien conserver les fruits et légumes? Merci Madame Dao. D'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas direction des technologies alimentaires, c'est département technologie alimentaire qui est l'un des 4 départements de l'IRSAT, qui est l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
Pour conserver les fruits et légumes, il faut d'abord, je tiens à dire que les fruits et légumes sont des denrées périssables. Monsieur Gay vient de le dire, ils sont vraiment riches en eau. Ce qui est un avantage, ils peuvent permettre d'hydrater le corps, mais aussi, ça peut être un inconvénient au regard de leur conservation. Donc le fait qu'ils ont une forte teneur en eau, ça fait d'eux des produits très périssables. Et aussi, c'est des produits de nature diverse. Donc pour les conserver, il faut d'abord tenir compte de leur nature. Il y a des fruits et légumes, il y a des fruits qui mûrissent d'un trait, il y en a qui sont des fruits dits climatéliques, c'est-à-dire qu'ils poursuivent leur mûrissement après la récolte. Donc déjà, exemple de fruits. Exemple de fruits climatéliques, nous avons la tomate, nous avons la mangue, voilà, qui après cueillette continuent leur processus de mûrissement. Donc si on veut conserver, il faut d'abord faire attention à ne pas mettre des fruits de différents types ensemble, parce que certains fruits en mûrissant dégagent un gaz qui va permettre le mûrissement d'autres fruits. Donc ça peut créer un effet non désiré à un moment donné. Donc tenir compte déjà de la nature et aussi de l'environnement dans lequel on met le fruit. Généralement, les fruits et légumes n'aiment pas les températures trop élevées. Voilà, donc il faut tenir compte de ça. Et aussi bien les préparer avant de les mettre à conserver. C'est-à-dire laver, bien sécher avant de les mettre à conserver. Et quels sont les fruits et légumes qui se conservent le plus longtemps? Les légumes qui se conservent le plus longtemps... fruits et légumes. Oui, les fruits et légumes. Voilà, la durée de conservation peut dépendre déjà des soins qu'on met autour. Sinon, il y en a qui quand même se caractérisent par leur durée de conservation relativement plus longue. Si c'est conservé dans de bonnes conditions. Je prends comme exemple l'oignon. Voilà. Si c'est produit dans les bonnes conditions et conservé dans les conditions qu'il faut, c'est-à-dire dans un environnement aéré, sec, ça peut se conserver jusqu'à 6 à 8 mois. Voilà, de conservation. Il y a aussi les courges qui se conservent bien. Les agrumes aussi se conservent relativement plus longtemps que d'autres types de fruits. Voilà. Est-ce qu'il y a une température idéale pour la conservation des fruits et légumes? Ok, merci. La température pour la conservation des fruits et légumes peut dépendre du fruit ou du légume à conserver. Mais comme je l'ai dit, c'est des produits généralement frais qui ne supportent pas les températures trop élevées. Donc, il est préférable de rechercher des températures entre 15-20 degrés si on veut le conserver à l'air libre. Ça, c'est pour les fruits et légumes qui peuvent se conserver à l'air libre. Sinon, il y en a qui nécessitent qu'on les mette dans des bacs à légumes où la température est autour de 8 à 10 degrés. Voilà. Donc, tout dépend de ce qu'on veut conserver. Oui. Monsieur Traoré, en tant que consommateur, quelle appréciation faites-vous de la dégradation rapide des fruits et légumes aujourd'hui? Ok, merci bien Madame Dao de nous donner l'occasion de parler effectivement de ce sujet assez pertinent. D'abord, les fruits, il faut reconnaître qu'au niveau du Burkina, nous avons eu du potentiel pour en produire. Je m'en veux pour preuve ce qui se trouve au niveau pratiquement de l'ouest du Burkina, dans la zone des cascades, les zones pas de la Komoué, mais du Kénédougou, etc., au bassin. Ce sont des zones hautement productrices de fruits. Et malheureusement, nous assistons à des pourrissements de ces fruits à un moment donné de la saison. Et par la suite, il n'y en a plus, tant et si bien que le consommateur en manque. Alors, à ce niveau-là, l'appréciation, bien sûr, elle n'est pas bonne, d'autant plus que des dispositions ne sont pas prises pour permettre aux consommateurs de bénéficier des potentiels nutritionnels pendant toute l'année. Et il n'est pas intéressant, en tout cas, de voir cela, la déperdition de ces fruits. Maintenant, au niveau des légumes, là, il faut le remarquer, au niveau du Burkina, nous avons aujourd'hui des légumes forts, malheureusement, qui pourrissent lorsque vous les achetez. Et cela peut être certainement dû à des pratiques agricoles, à la variété, mais aussi à la conservation.
Mais qu'à cela ne tienne, il y a malheureusement des moments où les consommateurs achètent des légumes qu'ils n'arrivent pas à utiliser parce que c'est pourri et très rapidement. Donc l'appréciation que nous faisons, c'est que dans un premier temps, nous pouvons avoir le potentiel pour mieux se nourrir, mais malheureusement, les dispositions idoines ne sont pas prises de façon à ce que effectivement nous puissions bénéficier de ces bienfaits de la nature qui nous sont offerts au niveau du Burkina. Monsieur Dao, pourquoi mes légumes et fruits pourrissent vite? Merci, Madame Dao. Les légumes et fruits pourrissent vite. Ici, pour répondre à cette question, il faut peut-être aller au système même de production de ces fruits et légumes, aller jusqu'au niveau producteur. Comme M. Traoré l'a dit tout de suite, il y a d'abord la variété, le choix variétal. Donc il y a des variétés, quand vous les cultivez, ils sont à la production mieux adaptés pour être conservés. Et en dehors de ça, il y a le système culturel même que le producteur met en place. Lorsque vous produisez en utilisant des engrais minéraux de façon excessive, à la récolte, tenez-vous bien que vos produits mis sur le marché ne pouvaient pas, en tout cas, prendre le temps de conservation qu'il faut et lorsque vous utilisez des engrais organiques. Et en dehors de l'utilisation des engrais, il y a les techniques de récolte. Voilà. Lorsque vous récoltez et que les bonnes pratiques de récolte ne sont pas respectées, voilà, vous récoltez en blessant les fruits et légumes et vous laissez des pores d'entrée des micro-organismes, notamment les moisissures, les bactéries, qui peuvent occasionner le pourrissement rapide de ces fruits et légumes. Et en dehors de ça aussi, vous avez le conditionnement et le transport des fruits et légumes. Il faut dire la chaîne d'approvisionnement n'est pas du tout, c'est pas adapté. Voilà. Donc nos transports ici, moyens de transport utilisés, ce sont les tricycles, les camions et même les produits qui quittent, les fruits et légumes qui quittent d'autres pays pour venir. C'est à ciel ouvert que ces produits sont transportés de leur lieu de production jusqu'au lieu de commercialisation. En principe, comme Mme Traoré l'a dit, il y a des températures où ces fruits doivent être, en tout cas, conservés. Voilà. La majorité des fruits et légumes, la température maximum se trouve autour de 18 degrés, sinon 15 degrés en descendant. Sinon, la majorité se conserve à 7 degrés. Donc, en principe, pour transporter les fruits et légumes, il faut les faire dans les camions frigorifiques. Mais ça, jamais, on n'a jamais vu ça au Burkina. Maintenant, nos systèmes de transport ici aussi, de conditionnement plutôt, des fruits et légumes, vous voyez, et les mangues, il y a des possibilités qu'on les met dans des caisses. Mais la plupart du transport, le moyen de transport des fruits, c'est déposer dans les camions directement sans les conditionner dans des caisses. Même la tomate que vous parlez, et beaucoup les transportent comme ça sans les mettre dans des caisses ou des paniers. Donc ça ne favorise pas en tout cas la conservation à longue durée. Le chou, la salade laitue. Vous pardonnez, je vais ajouter quelque chose. D'accord, allez-y. Même si vous transportez vos fruits et légumes dans les conditions idéales, notamment dans les camions frigorifiques, vous arrivez. Ceux-là même qui prennent pour vendre, les revendeurs sont exposés au soleil ou à température ambiante. On connaît la température ambiante au Burkina, ou du moins à Ouaga, et qui se situe généralement à l'air pareil, on est au-delà entre 20
et 40 degrés. Il y a des moments où les produits sont exposés à cette température de 40 degrés. Donc, c'est tout ça qui occasionne, en tout cas, le pourrissement rapide des fruits et légumes. Merci. Le chou, la salade laitue, la carotte, les concombres sont des produits à grande consommation par les populations. Ils sont issus de la culture maraîchère. Dans les milieux urbains, la plupart des maraîchers-cultures utilisent les eaux usées pour arroser ces spéculations. À Ouagadougou, l'eau que draine le canal du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo est utilisée par des maraîchers-culteurs. Ces légumes se retrouvent par la suite sur les marchés de la ville de Ouagadougou. Quel impact la consommation de ces produits peut avoir sur la santé des consommateurs? Notre équipe de reportage a fait un tour dans les jardins et marchés de la capitale burkinabé. Le reportage de Franck Ouedraogo et Pinidie Nyanou. Canal de drainage des eaux usées de l'hôpital Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. Des activités maraîchères sont ici menées aux alentours. Du chou, de la laitue et bien d'autres spéculations sont arrosées par ces eaux usées. Ces maraîchers, tout comme ces revendeuses, disent trouver donc leur compte. Je suis venu ici pour payer de la salade ou aller revendre au marché. Les clients apprécient ça très bien. Les feuilles sont bien jolies à voir. Ces produits maraîchers sont ici retrouvés sur les marchés et yards de la ville de Ouagadougou, prêts à être consommés. De l'avis des vendeuses, la conservation de ces produits maraîchers est bien compliquée. Avant, les tomates que nous payons pouvaient faire 1 semaine ou 10 jours sans pourrir. Présentement, 3 jours suffit pour que ça pourrisse. Je n'arrive pas à comprendre cela. C'est la terre qui ne sied pas à la production ou c'est autre chose? Je ne sais pas. Une fois pourris, on est obligé de les jeter. Cette dame est ménagère. Elle est aujourd'hui au marché pour payer du condiment. Selon elle, les produits naturels sont quasiment introuvables sur le marché et la population fait face à des produits qui ont perdu tout leur goût. Voyez, ces tomates et les autres produits que nous payons, avec la chaleur, ça devient autre chose. Ils ont mis beaucoup de produits chimiques. Que Dieu nous aide. Si on pouvait revenir aux anciennes pratiques et nous offrir des produits naturels, ça pouvait nous éviter tant de maladies. Il n'y a plus de naturel. C'est dommage. Madame Traoré est vendeuse de laitue, choux, concombres et carottes, compte tenu de l'arrosage de ces produits avec les eaux usées et l'utilisation d'autres produits comme les pesticides. Elle conseille donc ses clients à bien les laver avant de les consommer. Je vends la tomate, la salade, les concombres, les oignons, tout, même les carottes. C'est de tomates qu'on a mis des produits, mais la consommation, ce n'est pas bon. Ça donne des maladies, beaucoup de maladies. Ça donne des ulcères, des maux de ventre. Il y a plusieurs maladies, quoi. Je conseille les gens, s'ils achètent les produits, ils n'ont qu'à les bien laver avant de consommer. Les eaux usées utilisées pour arroser les produits maraîchers ont un impact non négligé sur la santé de l'homme. Ils sont source de plusieurs maladies selon quelques consommateurs. Monsieur Gay, quelle réaction avez-vous par rapport à ce reportage, ces images? Il faut dire que ces images traduisent déjà une problématique assez courante au niveau de Ouagadougou. C'est qu'effectivement l'utilisation de ces eaux usées ne sont pas sans conséquences. C'est d'abord de l'eau usée donc, qui contient certainement des résidus d'antibiotiques, mais surtout de microbes, et des germes.
Donc du coup, ces gens vont se retrouver emprisonnés dans les feuilles et des laitues, aussi bien de salade que de choux ou de bien d'autres. Et conséquence, c'est qu'à la consommation, vous risquez d'avoir soit, dans le meilleur des cas, une diarrhée ou un vomissement, mais à long terme, il y a d'autres maladies qui vont se développer, notamment certains cancers. Parce que cela veut dire, quel que soit le nettoyage qu'on va faire de ces produits, c'est pas évident qu'on puisse éliminer toutes les impuretés. Il faut dire que ça dépend de la nature du contaminant. Et ensuite, il y a déjà des produits chimiques qui sont utilisés, donc qui polluent déjà ces différents légumes et fruits. Et à vouloir utiliser encore d'autres produits chimiques pour les traiter, on ne fait que déplacer le problème. Ensuite, il y a des approches assez souples qui permettent donc de les traiter, mais la meilleure façon de traiter un produit, c'est de ne pas le contaminer. C'est ça surtout. Donc pouvoir cultiver bio et utiliser le moins de produits chimiques possible, parce qu'aujourd'hui nous avons perdu cette habitude agréable qui faisait que quand la maman venait du marché, on courait la rencontrer, on prenait la première tomate qui nous tombait sous la main et on la mordait à belles dents. Aujourd'hui c'est vraiment risqué de vouloir avoir ce plaisir-là. Mais il faut dire qu'il y a des méthodes qui permettent donc d'atténuer l'effet de ces produits chimiques-là. Monsieur Traoré, quelle réaction vous faites? Vous êtes au courant, non? Derrière l'hôpital, tout ce qui se fait en tant que président de la Ligue des consommateurs, qu'est-ce que vous faites pour protéger le consommateur? Ok, merci bien, Madame Dao. Effectivement, la problématique du maraîchage autour de l'hôpital Yalagado a été plusieurs fois l'objet d'une lutte pour ce qui nous concerne. Et je me rappelle que il fut une année où véritablement nous avons demandé à ce que effectivement on arrête la pratique, et la salade qui est issue de là est l'œuvre de l'utilisation d'une l'eau sale qui sort de l'hôpital, avec tout ce qu'il y a comme microbes, non seulement, mais aussi produits. Il n'y a pas que des résidus d'antibiotiques, il y a aussi des résidus de pesticides, il y a des résidus de beaucoup d'autres choses qui sont déversés dans ces eaux stagnantes pour la plupart et par la suite utilisées sur les plantes. Qu'est-ce qui dit que ces plantes ne vont pas pousser avec certaines de ces substances-là pour se retrouver donc se retrouver sur l'assiette du consommateur? Et ces produits qui sortent derrière l'hôpital Yalagado se retrouvent dans les plus grands marchés de la ville. Donc que ce soit de la laitue, que ce soit quoi que ce soit, ce n'est pas vendu autour de l'hôpital ni dans les quartiers environs, ça se retrouve parfois loin. Pour dire que tout Ouagalais peut se retrouver un jour à consommer ces produits. Il est donc commode que les uns et les autres s'associent pour qu'on arrête la pratique. On avait demandé auprès de la mairie, on a fait une démarche et la démarche avait abouti à une rencontre, et ces rencontres-là ont abouti à l'identification d'un terrain. C'est le terrain qui se trouve après Kosodo. Et c'est bien Kosodo, on appelle ça après l'abattoir frigorifique. Donc il y a une zone là-bas qui avait été identifiée pour l'ensemble des maraîchers. Et avec les deux yeux, il y a même un système d'épuration de l'eau qui sort des unités de transformation. Donc, ce système d'épuration fait qu'à la sortie du deuxième, sinon du troisième bac, l'eau qui sortait était propre à l'utilisation du maraîchage. Mais les maraîchers ont trouvé que c'était loin et, en conséquent, ils n'ont pas fait le déplacement. Ils sont restés là où ils sont. Et il n'y a rien eu, malheureusement. Et il faut parfois que l'autorité se fasse valoir. Et ça continue donc d'intoxiquer la population aux grandes dames de... Qu'est-ce que vous avez fait après? Nous avons interpellé plusieurs fois parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller les chasser. Et il revient à l'autorité de jouer son rôle régalien de la protection du consommateur, qui commencerait en ce moment par le déguerpissement à tout prix de ces gens qui
intoxiquent la population. Mais en tant que Ligue des consommateurs, est-ce que vous avez déjà été interpellé par rapport à cette question de dégradation rapide des fruits et légumes? Oui, nous avons plusieurs fois été interpellés par rapport à la dégradation des fruits, comme le disait d'ailleurs la ménagère tout à l'heure, qui dit qu'aujourd'hui, on est dépassé par la situation au point où on achète pour acheter, parce qu'on n'a pas le choix d'acheter. Il faudrait que, à ce niveau-là, il y ait une synergie d'action, à la fois avec le ministère de la Santé, la recherche et éventuellement le ministère en charge de l'agriculture, pour qu'on sensibilise davantage les producteurs d'abord et par la suite les utilisateurs dans le cadre de la technique donc de conservation, pour que effectivement ce soit le cas. Parce que lorsque vous prenez ce que l'on observe au bord de la route au niveau des tanguins, vous avez les femmes qui font le maraîchage à ce niveau-là. Elles vont utiliser donc le seau, elles mettent les produits dedans, elles utilisent juste un balai, elles trempent dedans et puis elles aspergent sur les légumes, les feuilles. Bon, en un rien de temps, si elles décident de récolter et que le temps de rémanence des pesticides en question n'est pas atteint, il faut dire que c'est le consommateur qui va en pâtir. La recherche est là et peut le confirmer. Et ça, c'est des pratiques malheureusement malsaines qu'il faut arrêter. Donc, mais ces pratiques-là existent. Ce sont des pesticides qu'elles mettent dans des seaux d'eau? Oui, elles mettent dans les seaux d'eau. Vous pouvez l'observer lorsque vous passez par là. Elles mettent dans le seau d'eau qu'elles utilisent pour d'ailleurs puiser l'eau et arroser les plantes. Et puis elles mélangent. Elles enlèvent ça, elles aspergent sur les feuilles. Donc il n'y a pas de suivi. Il y a ce que l'on appelle donc, ce que je disais tantôt, un temps au cours duquel donc il faut que on puisse éliminer toutes ces substances-là de façon à ce que ce soit comestible par l'homme. Mais ces femmes ne le connaissent pas. Et ce sont ces feuilles que l'on peut retrouver dans un marché loin de Tanguin. Et puis bon, sans inquiétude, on achète. Et ces genres de feuilles également, que l'on retrouve dans son réfrigérateur, le matin, on se rend compte que malheureusement, ce n'est plus utilisable. Donc, il y a beaucoup, j'allais dire, de situations de ce genre qu'il va falloir véritablement mettre la rigueur dessus de façon à ce que ces gens-là arrêtent. Non seulement ils produisent dans le lit du barrage, parce qu'au fur et à mesure que l'eau se retire, on s'approche, jusqu'à ce que l'eau vienne un jour pour qu'on recule à nouveau. Ça veut dire qu'on contamine également la nappe. Donc, pour dire que tout le danger que cela représente, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour elles-mêmes. Moi, ce que je veux savoir, c'est ces maraîchiculteurs. Il n'y a aucun suivi. Ils utilisent les pesticides à volonté, tout ce qu'il y a comme produit. Donc, il n'y a aucun suivi. Chacun peut faire ce qu'il veut. Alors, donc, il y a je ne sais pas, M. Dao, comment c'est organisé? Bon, en principe, le ministère de l'Agriculture, on est organisé de telle sorte que toutes les zones de production sont couvertes par nos agents terrain. On a des agents au niveau de chaque commune, voilà, et au niveau de la commune, il y a des agents qu'on appelle les UAT, les unités d'animation technique, qui sont répartis dans les différents villages. En principe, chaque village est couvert. S'il y a des sites de production, c'est normalement couvert par un agent. Au niveau de Ouaga, ça respecte la même chose. Donc, ces producteurs ou des productrices qui sont autour de Ouagadougou sont suivis par les agents de la commune de Ouagadougou. Donc, comme M. Traoré l'a dit, en principe, en réalité, donc, c'est des femmes qui sont... Le Algado, c'est contrôlé? Oui, en principe, c'est suivi par des agents. Maintenant, est-ce que ils sont ou elles sont autorisées à rester là-bas pour produire?
Ça, c'est une autre question maintenant. Sinon, tous les sites de production sont suivis par nos agents. Et ils sont même organisés en des petits groupements, en des sociétés coopératives, et ils reçoivent des formations. Donc, sur les techniques d'utilisation des produits. Qui ne sont pas forcément respectés sur le terrain. En réalité, ce n'est pas respecté. Sinon, chaque producteur et productrice qui sont autour de Ouagadougou, en principe, ils reçoivent des formations de nos agents sur les mesures et usages sécuritaires des pesticides. Mais c'est grave parce que si ce n'est pas respecté, malgré les formations, quelles sont les décisions coercitives qu'on peut prendre pour vraiment protéger les consommateurs? Parce que quand on sait que ça répond à des règles, l'utilisation des pesticides, il y a des délais. Si tout ça n'est pas respecté, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, pour non seulement respecter les choses, protéger le consommateur, mais eux-mêmes qui appliquent les produits chimiques sont les premiers exposés au danger. Voilà. Puisque M. Traoré l'a dit, il ne respecte pas les mesures et usages sécuritaires qu'il faut mettre en place pour utiliser les produits chimiques. D'ailleurs, la majorité, c'est des femmes. Et dans les traitements chimiques, c'est proscrit aux femmes. Une femme en âge de procréer ne doit pas toucher aux produits chimiques. Ça, c'est formellement interdit. Voilà. Et pire encore, les produits qu'ils utilisent, ce n'est pas évident que ce soit des produits homologués. Voilà. Donc, la majorité, comme je l'ai dit, qui utilisent les produits chimiques sont au courant que ces produits chimiques sont dangereux. Et ils savent également que les techniques qu'ils appliquent pour faire les traitements n'est pas approprié. Il y a les délais de rémanence, comme M. Traoré l'a souligné, qui ne sont pas respectés. La majorité le connaissent, mais lorsque vous échangez avec la majorité des producteurs sur le terrain, et souvent ils se trompent ou par inattention, ils vous disent que non, ça c'est pas pour la consommation, leur propre consommation, mais c'est pour amener au marché. Donc cela veut dire ça veut dire qu'ils s'entêtent en réalité pour produire. Donc il y a une première récolte qui est faite pour leur propre consommation avant de mettre les produits pour aller vendre. Non, madame. En fait, ça veut dire que la notion de dangerosité même du produit est connue par les utilisateurs. Et dans leur production, il y a ce qui est destiné à la vente, on utilise les produits là-dessus. Mais pour la consommation de la propre famille, là, on n'utilise pas les produits. C'est ce qu'il veut expliquer. Parce que ça, on a vu ça sur le terrain. Malheureusement, parce que le monsieur, il a fini de pulvériser. On dit, mais et le reste là? Il dit, non, ça c'est pour la famille. Pour vous dire qu'ils connaissent, ils connaissent la dangerosité des produits. Et cela s'est passé devant vous, des cas concrets comme ça? Nous avons assisté à des formations où effectivement des exemples de ce genre ont été donnés pour étayer le fait que eux-mêmes connaissent la dangerosité des produits. Okay, Monsieur Guy. Je voudrais juste rebondir donc sur ce qui vient d'être dit. C'est dit effectivement que les maraîchiculteurs connaissent la dangerosité des produits et ils sont même suffisamment informés sur le type de produits qu'ils utilisent. Parce qu'il y a des pesticides qui sont homologués. Ils le savent très bien, ils le connaissent, mais ils préfèrent d'autres types de pesticides qui donnent les résultats qu'ils souhaitent. Ensuite, M. Dao fait bien de parler des femmes en âge et de procréer. Il faut dire en parenthèse que c'est compris entre 15 et 49 ans et que ce sont ces femmes-là qui vont subir le plus l'effet dévastateur de ces pesticides-là. Et lorsque elles auront à donner la vie, ce n'est pas toujours évident que l'enfant ne s'en sorte pas sans trop de conséquences. Dernier point, il faut dire que les clients que nous sommes, parce que nous sommes aussi des consommateurs, nous, inconsciemment, nous avons tendance à définir les lois du marché. Nous sommes exigeants sur l'aspect esthétique des produits. Et cela amène donc ceux qui offrent ce service-là à trouver les voies et moyens qui vont permettre de disponibiliser sur le marché des produits avec certaines textures, certaines formes, en tout cas, attrayants. Et c'est ce qui plaît le plus aux clients. Donc nous sommes victimes, en fait, de notre exigence. D'accord. Malgré tout... Ok, docteur Traoré. Je voulais aussi ajouter... c'est tellement vrai, tout ce qui s'est dit depuis, voilà, la question de pesticides, des
des antibiotiques qui se retrouvent dans les aliments. Et cela fait que depuis un certain temps, au niveau de la recherche dans le domaine alimentaire, il y a la notion de qualité sanitaire qui est prise en compte. Voilà. Donc, on ne s'intéresse plus seulement qu'à la qualité nutritionnelle. On a un regard de plus en plus vers la qualité sanitaire des produits. Et des études menées ont déjà révélé la présence d'antibiotiques, la présence de métaux lourds, des pesticides dans des légumes, parmi lesquels il y a la laitue, il y a les feuilles d'amarante qui sont beaucoup utilisées pour la production du babenda. Donc ça veut dire que c'est un fait que nous vivons de nos jours. Voilà. À notre niveau, c'est vrai, on n'a pas aussi ce pouvoir de répression, mais dans les activités que nous menons, dans les projets que nous déroulons, nous essayons vraiment d'avoir un regard sur la qualité sanitaire des aliments sur lesquels nous travaillons au fur et à mesure. Monsieur Dao, malgré tout cela, comment réduire le temps de pourrissement des fruits? Comment garder le plus longtemps possible nos fruits en bon état? Pour garder les fruits en bon état, il n'y a pas 1000 solutions. Madame Traoré l'a dit, il y a des températures de conservation des produits. Il faut que les produits soient conservés dans ces tranches de température. Monsieur Dao, vous savez, avant, nos mamans gardaient les fruits et légumes dans les paniers. À l'air libre, et ça se fanait, ça ne se pourrissait pas. La vendeuse l'a dit. Oui, c'est ça, même dans le reportage, ça se fanait. Le piment, ça séchait, les légumes, ça se fanait, même la tomate. Mais aujourd'hui, le produit, il est joli, il est bien frais, mais ça commence à pourrir. Effectivement, je l'ai dit. Même si les mêmes conditions climatiques. Oui, c'est les mêmes conditions climatiques. J'ai parlé de beaucoup de méthodes que les producteurs utilisent. Les producteurs cherchent le gain facile, le profit au maximum. Avant, nos producteurs, nos parents n'utilisaient pas excessivement les engrais chimiques, les engrais minéraux. C'est la fumure organique qui est utilisée. Si vous remarquez, les producteurs qui produisent l'oignon en campagne sèche et qui comptent conserver par eux-mêmes pour revendre en campagne humide, plus cher, n'utilisent pas excessivement d'engrais minéraux. Et même, ils savent que s'ils mettent l'engrais minéral, ils ne pourront pas conserver pendant 6 mois, 8 mois. Donc, ils réduisent l'utilisation d'engrais minéraux. C'est le facteur principal qui occasionne le pourrissement rapide de nos produits, les engrais. C'est très. C'est comme on n'a plus de produits bio. On n'a plus de produits bio. En dehors de ça, le reportage a montré tout de suite qu'on utilise des eaux sales pour produire. Il y a des germes phytopathogènes qui se trouvent dans ces eaux usées. Il suffit des simples blessures, des petites blessures. Et puisque les germes sont dans l'eau déjà, ils se retrouvent sur le fruit et ces germes suivent les fruits ou les légumes à la récolte. Et comme c'est des germes phytopathogènes, facilement ils se développent sur le fruit et qui peut occasionner facilement le pourrissement de ces produits-là. Voilà. J'ai autant aussi parlé de variétés qui sont un peu résistantes aussi. Voilà. Je prends l'exemple de... Il y a une variété d'avocats qui vient ici. Voilà. La coque... Le coq est très coriace comme ça. Oui. Voilà, pour couper avec du couteau même, il faut un couteau plus tranchant. Voilà. Ça vient du Ghana. Donc, c'est des variétés comme ça. Puis, il y a une autre qui a la peau est tendre et facile à couper. Vous voyez que quand c'est comme ça, bon, ça facilite le transport. Et lorsque vous coupez, ça tombe, tout ça là, ça conduit, j'ai parlé des techniques de récolte. Quand vous récoltez, vous jetez dans des paniers ou vous jetez à terre avant de ramasser. Lorsque les fruits et légumes subissent ces différentes manipulations-là et vous venez les déposer, évidemment, ça ne pouvait plus prendre le temps que ça doit prendre. Voilà. Je voudrais un peu réagir dessus. Il faut dire que en plus de tous ces aspects techniques évoqués, il y a l'aspect aussi des exigences des agroalimentaires. Nos produits aujourd'hui n'ont plus cette même, contenance génétique que les produits antérieurs.
Vous voyez qu'avant, nos bonnes mamans, après avoir lavé donc, quelques ustensiles, il y avait toujours un pied de piment ou de tomate qui poussait quelque part. Tout à fait. Aujourd'hui, les exigences sur le marché international et surtout de la transformation agroalimentaire a des exigences. Si vous prenez le cas du blé, c'est vrai qu'on parle de fruits et de légumes, mais le blé a été, le taux de gluten a été revu à la hausse, qui est passé de 7 à 20%, seulement pour satisfaire les exigences des pâtissiers, pour que la pâte issue du blé tendre soit beaucoup plus maniable, croustillant quand on mange une pizza, tout ça. Donc il y a ces exigences aussi du marché qui amènent donc les chercheurs à jouer sur certains aspects génétiques pour faire apparaître de nouvelles variétés avec de plus grosses tomates, plus juteuses et tout ça. Mais la conséquence, c'est que la nature est tellement bien équilibrée que quand vous déséquilibrez un élément au profit d'un autre, il va sans dire qu'on gagne en taille, en forme, en jus, en couleur, tout ça, mais en conservation, ça va prendre un coup. Merci. Oui, madame, si vous permettez. Ok, rapidement. Parlant des fruits, très rapidement, nous constatons malheureusement sur le terrain, vous savez, la promotion aujourd'hui du consommant local est une aubaine pour les acteurs locaux, mais aussi quelque part, ce n'est pas du nationalisme, mais quelque part aussi c'est bon pour les consommateurs de façon générale. Lorsque je vois une pomme qui se vend ici et qui résiste à la température ambiante, quelle que soit la saison, qui ne pourrit jamais et qui peut passer beaucoup de temps sans réfrigération, alors je me pose la question, est-ce que réellement, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que c'est bénéfique réellement pour le consommateur? C'est pourquoi j'ai dit que, quelque part, il faut que le consommateur, de temps à autre, ait un peu de bon sens pour se poser des questions par rapport à ce qu'il consomme, de façon à ce que lui-même, il soit l'autodéfenseur de lui-même en attendant que l'autorité qui a le rôle régalien de sa protection vienne à son secours. Docteur Traoré, quels sont les différents types d'altération des fruits et légumes? Okay, merci. Je pense qu'on l'a un peu abordé, voilà, d'une certaine manière, les types d'altération. Oui, je voulais un résumé. Voilà, il y a déjà l'altération due aux blessures. Comme M. Dao l'a si bien dit, les bonnes pratiques de récolte sont essentielles pour la suite du processus. Voilà, donc dès lors qu'on blesse le fruit pendant la récolte, dès lors qu'il y a une ouverture, déjà le fruit n'est plus apte à être conservé. Voilà. Et après ça, après qu'on ait récolté, souvent il n'est pas très évident de pouvoir récolter sans avoir ce genre de fruits. Il faut rapidement trier. Pour des fruits et légumes qu'on veut conserver, il faut rapidement trier. Parce que plus on laisse durer les fruits blessés avec ceux qui ne sont pas blessés, il y a des risques de contamination. Donc, il y a l'altération physique, voilà, comme les blessures, les changements d'état. On peut avoir un flétrissement. Voilà. Il y a les altérations biochimiques aussi qu'on peut avoir. Je parlais tantôt de fruits climatériques. C'est-à-dire que c'est des organes qui continuent leur processus même après la récolte. Et donc, si on le dépose comme ça, même si à température ambiante, c'est obligé que ça va s'altérer. Voilà, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça devient un peu moelleux et du liquide va commencer à sortir. Voilà, donc il y a l'altération de ce genre-là aussi qui est là. Et l'autre type d'altération, c'est les altérations d'ordre microbiologique qu'on peut avoir. Ça peut être dû au développement des germes sur le fruit ou bien sur le légume, tels que les levures et moisissures qui sont les plus visibles. Il peut aussi y avoir d'autres phénomènes de fermentation non voulus ou bien des phénomènes de putréfaction qui peuvent intervenir aussi. Parlant de contamination, quelle est la plus grande source de contamination des fruits et légumes? Parlant des fruits et légumes, je dirais que la plus grande source, c'est l'homme. Hein? C'est l'homme parce que depuis la production, c'est l'homme qui intervient. Voilà, on peut avoir une contamination chimique à partir même de la production. Voilà. Et
Au-delà de ça, on peut aussi avoir une contamination chimique plus tard, en fonction de si on met nos fruits ou nos légumes en contact avec un produit chimique et qu'on ne prend pas soin après de vérifier, ça peut poser un problème. Sinon, la plus grande source de contamination des produits, c'est l'homme. Parce qu'il y a 5 principales sources de contamination. Le reste, si on met du soin, on peut les gérer. Mais puisque c'est l'homme qui agit sur tout, voilà, il y a la matière, il y a le matériel, la main-d'œuvre et un peu ça. Avant de continuer, nous présentons nos excuses aux téléspectateurs qui ne peuvent pas participer à cette émission. Malheureusement, le téléphone est en dérangement et les appels ne passent pas. Toutes nos excuses. Monsieur Dao, quels sont les différents types de contaminants des fruits et légumes? Les différents types de contaminants des fruits et légumes, nous avons principalement 3 types. Voilà, il y a d'abord les contaminants physiques, les moins importants, qui se trouvent sur les fruits et légumes. Voilà, il s'agit des morceaux physiques de matière, notamment la poussière, les cailloux, les morceaux de chevet, les poils, on peut les trouver sur les fruits et légumes. Voilà, c'est d'ordre physique. Maintenant, il y a des contaminants chimiques. Voilà, il s'agit des résidus de pesticides qu'on retrouve fréquemment, et pour dire même permanemment, sur les fruits et légumes, parce qu'il est très rare de voir un maraîcher qui produit et qui n'utilise pas les produits chimiques, c'est très très rare, en dehors de ceux qui sont connus pour la production de produits bio et qui sont suivis par des inspecteurs. Voilà. En dehors de ces résidus de pesticides, il y a des résidus de métaux lourds, notamment le cuivre, les zinc, qu'on peut retrouver dans les fruits et légumes. Voilà. Le troisième groupe, c'est les contaminants biologiques. Voilà. Il s'agit des micro-organismes. Voilà. Ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, des virus et même des parasites, des germes de parasites qu'on peut retrouver soit à l'intérieur ou à la surface des fruits et légumes. Voilà. Monsieur Traoré, c'est vrai que vous menez des activités. Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que ce que vous faites sur le terrain pour protéger les consommateurs, est-ce que les résultats sont probants? Oui, merci pour cette question pertinente. Il faut dire que en matière de lutte, c'est pas l'aspect policier. Nous ne sommes pas des policiers. Nous attirons l'attention de l'autorité qui, à son tour, fait son travail. C'est vrai que l'autorité fait son travail chaque jour, mais dans le fond, l'autorité ne peut pas être partout à la fois. Il revient donc au consommateur de l'accompagner de façon à ce qu'il ait l'œil un peu partout. Donc, dans ce sens-là, nous faisons des dénonciations, nous faisons des interpellations pour que, effectivement, le consommateur soit protégé à tel ou à tel niveau. Il ne faut pas que l'on se limite seulement aux pesticides et aux antibiotiques et autres, mais il y a d'autres substances comme le carbure qui est utilisé par nos femmes, nos mamans malheureusement, pour assurer le mûrissement des fruits. Et ce carbure, il est utilisé tout azimut, alors qu'on sait que c'est un produit nocif pour la santé humaine. Il est cancérigène. Il est à la limite, docteur pourra venir sur les méfaits donc du carbure. Je ne veux pas le dévancer, mais tout le monde sait que c'est un produit toxique qui tue à petit feu. Et malheureusement, nous prenons notre argent, nous l'achetons. Donc, il faut véritablement un travail de sensibilisation à l'endroit de ceux qui l'utilisent, de façon à ce que ces gens comprennent le risque que le consommateur encourt en consommant les produits dans lesquels donc cette substance-là est utilisée. Il n'y a pas que les fruits et légumes seulement, c'est utilisé aussi dans la cuisson, notamment de la viande, et ça pour rendre les fibres là beaucoup plus tendres.
Et malheureusement également là, c'est pas connu par le consommateur. Et il faut que le consommateur ait parfois un peu l'intuition de vérifier, de s'assurer. Le produit que je mange, le repas que je mange, est-ce que celui qui me le vend en consomme? Vous avez des gens qui font de la friture, qui font des produits, mais ne les consomment pas. Vous avez des gens qui vous vendent... C'est difficile de vérifier si le vendeur... Séance tenante là, c'est difficile de vérifier. Séance tenante également, c'est difficile de s'en rendre compte, mais il y a des manières. Il y a des manières parce que quand j'achète ma viande et puis je demande de goûter, s'il refuse, en dépit de la gentillesse... Vous demandez à qui de goûter? La cuisinière. Lorsqu'elle refuse, je refuse, mais je lui dis, tiens ton argent quand même. Et en ce moment, elle est obligée de goûter. Demain, je reprends la même chose, ainsi de suite. Elle va se rendre compte qu'en vérité, le poison qu'elle met à notre disposition, elle est là-dedans. Parce qu'il nous est arrivé, lors de nos contrôles au niveau des écoles primaires, une bonne dame qui vendait les gâteaux au port de l'école, ça fait déjà plus de 8 ans que nous avons fait ce travail. Et l'huile utilisée, malheureusement, n'était pas de bonne qualité. Et lorsqu'on enlevait un gâteau pour sa fillette, elle a retiré. Pour vous dire que ces gens sont conscients de ce qu'ils font pour le consommateur, et il revient au consommateur d'être attentif, et surtout au jour d'aujourd'hui, quand on arrête, avec de l'huile de très mauvaise qualité, et elle avait refusé que le petit ne prenne ce gâteau. Donc pour vous dire que ils sont conscients effectivement des dangers auxquels ils soumettent les consommateurs, mais dans le fond, il faudrait aussi que le consommateur soit vigilant de façon à pouvoir déceler les petites erreurs pour que, à la longue, il puisse sensibiliser ou se défaire de la personne. Donc c'est cette interpellation qu'on peut faire pour dire que le travail là, il est continu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, pratiquement tout le monde, personne ne peut dire qu'il ne mange pas dehors. Donc si nous mangeons dehors, les fruits, les légumes et tout, eh ben, il faut qu'ensemble, la lutte là, nous la menons pour ne pas laisser la lutte entre les seules mains des seuls agents de terrain. Docteur Traoré, parlez-nous un peu du carbure qui est beaucoup utilisé dans le mûrissement des fruits. Merci madame. Il faut noter que la question du carbure a été longtemps débattue. Voilà, je sais qu'il y a eu des articles de presse, des voix se sont levées contre ça. C'est pas un produit recommandé, en tout cas pour le mûrissement des fruits et légumes. Voilà, il y a des voies et moyens. Il n'est pas recommandé pour la santé. Voilà, il y a des voies et moyens plus soft et plus adaptés pour faire mûrir les fruits et légumes et les mettre à la disposition du consommateur. Et si vous remarquez, quand on utilise le carbure pour faire mûrir un fruit, quand vous le prenez, ça peut changer de goût. Et même le mûrissement, on sent que c'est forcé. Donc ça peut être des indices pour le consommateur pour ne pas se laisser avoir. Mais systématiquement, toute nourriture, tout fruit, tout légume que le consommateur paye dehors, il faut le laver et très bien. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Monsieur Gué? Non, c'est pour dire qu'effectivement, le problème reste entier. Et comme elle a si bien dit, le carbure, bien qu'il soit utilisé à plusieurs choses, pour le mûrissement des choses, et même c'est pour... pas seulement que le carbure que les vendeurs utilisent. C'est pas le carbure seulement. Non. Il y a bien d'autres produits chimiques que les vendeurs de fruits et légumes utilisent, voilà, qui sont commercialisés. Comme quoi? Bon, c'est des produits chimiques. La molécule, je pourrais le chercher rapidement, vous donner le nom de la molécule. Le nom commercial plutôt. Généralement, c'est l'éthylène. C'est l'éthylène que naturellement le fruit,
dans son processus de mûrissement, dégagent. Mais ils trouvent aussi une autre source d'éthylène qu'ils ajoutent, et cela permet donc d'accélérer le processus en question. Donc, vous avez parlé des fruits qu'on plonge dans de l'eau, dans des seaux d'eau pour quand on achète chez les vendeurs et vendeuses de fruits. Oui, quand vous venez de Boromo, ou du moins à Boromo, vous allez voir que les vendeuses et les bananes s'empressent rapidement de plonger. C'est pas Boromo seulement. Oui, je suis aussi de Boromo, donc autant en parler. Donc, cet aspect-là, je pense que c'est bon quand même d'interpeller. Par exemple, désormais, moi, j'arrive à Boromo, je ne vais pas accepter qu'on plonge mon régime de bananes dans un seau d'eau. Oui. Parce qu'on a l'impression que c'est pour nettoyer. Donc, pourtant, c'est pour plonger dans... Oui, elles ont ces arguments très rapides de vous dire que c'est pour enlever les toiles d'araignée ou les choses, mais en réalité, vous allez remarquer que quand vous achetez ces bananes-là, 2 ou 3 jours après, toutes les bananes mûrissent en même temps. Ça pose un problème pour la quantité de bananes qu'on a achetées. Donc, il y a lieu là encore d'interpeller les uns et les autres. Mais il faut dire que le ministère déjà entrevoit dans un avenir très proche, c'est-à-dire dans quelques semaines, de former les acteurs... et de l'hygiène au niveau des choses et des différentes mairies et des 350 communes sur ces différents aspects-là pour voir comment ils peuvent plus ou moins contribuer à lutter contre ces pratiques qui ne sont que malheureuses. Oui, mais c'est difficile parce que déjà, ceux qui pratiquent qui font ces pratiques sont conscients. Oui, ils sont conscients parce que est-ce que ce n'est pas la cupidité? J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de vendeurs de fruits, voilà, puisqu'ils ont leur raisonnement aussi. Il y a beaucoup qui ont dit que si vous prenez les fruits, vous les déposez, le mûrissement ne sera pas uniforme. Non seulement ça ne sera pas uniforme, mais aussi les fruits ne seront pas jolis à présenter. Si vous utilisez, par exemple, la molécule que je disais, c'est étéphon. Étéphon, voilà, je ne sais pas, c'est constitué de quoi et quoi. Donc, ils utilisent ça. Quand vous utilisez sur la banane, vous allez voir la banane qui est bien jaune, toute l'apparence est jaune. Si vous ne l'utilisez pas, il y a des parties au mûrissement qui vont noircir, d'autres vont rester verts, voilà. Et vous avez une forte chance que des parties mûrissent et laissez d'autres parties. Je disais tout de suite des techniques de récolte. Si vous récoltez et ça tombe et que vous n'utilisez pas ces produits, vous avez une forte chance que la partie qui est tombée, qui a atteint le sol, puisse mûrir le plus vite possible et laisser la partie qui n'a pas touché le sol. Donc, et ça aussi, ça a répondu dans la première question, le temps de pourrissement des fruits et légumes. Si vous utilisez ces mûrisseurs, comme on le dit, pour faire mûrir les produits et que vous devez les évacuer en 2 jours, voilà, vous vous retrouvez avec une quantité qui dépasse les 2 jours. Au 3e jour, ceux qui vont acheter, bon, si vous n'avez pas pu écouler, vous allez verser les restes. Ou celui qui a la malchance d'acheter, à peine vous arrivez à la maison, votre produit sera pourri dans vos mains. Voilà. Bon, avec tout ce que nous venons... Je crois qu'il faut nuancer. Il faut nuancer ici parce qu'il y a une interprofession banane qui pourra nous éclairer par la suite par rapport à leur pratique, de façon à ce que cette pratique ne soit pas incriminée ici. Donc, il faudra nuancer pour dire que la banane, il y a des mûrisseurs carrément qui sont là dans des conteneurs pour permettre d'accélérer le mûrissement et ça se fait dans des conditions bien appropriées. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas seulement ceux qui trempent, mais il y a d'autres choses qui se font hors des yeux des consommateurs que nous ne connaissons pas. Vous avez parlé de l'étéphon, c'est exact. Mais bon, dans tous les cas, il faudrait qu'on mette les bouchées doubles de façon à ce que s'ils doivent commercialiser le produit, qu'à partir de ce produit-là, il n'y ait pas une intoxication des consommateurs. Monsieur Gueye, avec toutes les difficultés que nous venons de citer, de découvrir par rapport à la production des fruits et légumes, quels sont les principaux risques sanitaires qui peuvent être liés à la consommation de ces produits? Il faut dire que les risques sanitaires
passe malheureusement sous silence. Sous silence parce qu'on est amené à constater qu'il y a une sous-notification de ces aspects-là. Quand vous consommez ces fruits et légumes donc, qui sont, j'allais dire, contaminés par les différents produits qu'on a cités ici, vous avez soit des cas de vomissement, de diarrhée, vous avez des cas d'allergie. Et à long terme, il y a certains cancers qui vont se développer. Donc voici autant d'éléments qui, sur le plan sanitaire, posent vraiment de sérieux problèmes. Malheureusement, en milieu hospitalier, quand vous mangez un aliment quelconque, quand vous avez un malaise, bon, vous avez vite fait de prendre le premier médicament que vous avez l'habitude de prendre pour lutter contre ces malaises-là. Et bon, ce n'est que quand ça persiste qu'on va en milieu hospitalier. Voilà. Monsieur, oui. Voilà, il faut dire qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a une structure qu'on a mis en place, le Centre national de gestion des pesticides. Puisque les pesticides sont utilisés sur le terrain. Mais la suite, le devenir là, il n'y a pas de suivi en quelque sorte du devenir des pesticides. Voilà. C'est vrai que l'agriculture est déjà engagés dans la formation des producteurs sur les mesures et usages sécuritaires des pesticides, mais après leur utilisation, il faut penser à ça. Donc cette structure est mise en place et au niveau régional, on parle des centres régionaux de toxicovigilance des pesticides et on a au niveau des provinces aussi des centres provinciaux de toxicovigilance des pesticides. Et même au niveau des villages, des communes et villages, il y a des cellules qu'on a mis en place. Mais qui peinent à fonctionner. Sinon, si ces structures fonctionnaient, ils travaillent en collaboration avec les différents experts dans les différents villages qui suivent les producteurs qui traitent et qui ont des problèmes de santé liés à l'utilisation des pesticides. Ça nous permettra d'avoir des statistiques sur les contaminations, voilà, sur les cas d'intoxication, puisque actuellement on n'a pas de statistiques jusqu'à présent disponibles. Voilà. Mais quels sont les différents types de pesticides utilisés dans la production des fruits et légumes? Les différents types de pesticides utilisés, il faut dire qu'il y a différents types, il y a beaucoup de types de pesticides. Mais les plus couramment utilisés au Burkina sont de deux types. Il y a les herbicides et il y a les insecticides. Donc ce sont les quantités de pesticides beaucoup utilisées au Burkina Faso. En dehors de ça, il y a... Quels sont les plus dangereux? Les plus dangereux qui sont couramment utilisés ici, ce sont les herbicides. Les herbicides, c'est les pesticides qui sont utilisés contre les mauvaises herbes ou les plantes indésirables. Voilà. Et après ça, suit maintenant les insecticides qui sont contre les insectes. Maintenant, il y a des pesticides qui sont dangereux, mais quand ce n'est pas utilisé en quantité, on ne peut pas le dire qu'il est plus dangereux. C'est ceux qui sont dangereux et qui sont plus utilisés quand on les classe. Sinon, c'est les herbicides en premier. Monsieur Traoré, vous êtes au courant de ces produits dangereux, l'utilisation de ces produits dangereux? Oui. Par les producteurs? Par les producteurs, oui, parce que lorsque vous allez au niveau village, les herbicides, les pesticides se vendent comme du pain. Vous allez au niveau des marchés, des villages là, c'est la chose la mieux vendue. Donc nous sommes au courant de l'utilisation de ces pesticides, de ces herbicides, etc. Et qu'est-ce que vous avez entrepris comme action? Nous disons qu'au niveau du département en charge de l'agriculture, il faudrait davantage plus de contrôle, de façon à ce qu'on n'utilise pas des produits qui ne sont pas homologués. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se déverse sur le terrain. Vous avez l'exemple du glyphosate qui est refusé en Europe, mais qui est vendu dans nos villages. Ça est là. Vous les voyez dans les emballages. Et ce qu'il faut faire, c'est peut-être demander à ce qu'il y ait plus de moyens mis à la disposition de ces agents de contrôle de façon à ce que non seulement les voies légales par lesquelles les produits doivent rentrer, les produits puissent être contrôlés
de façon efficiente, mais aussi qu'on ait la possibilité d'intercepter certains qui passeraient à travers les mailles, de façon à ce que tout ce qui est à l'intérieur soit l'œuvre de contrôle, mais que ce soit surtout des produits homologués. Parce qu'on sait que le Burkina est dans cette dynamique où chaque 6 mois, je crois, c'est 6 mois, non? Chaque 6 mois, les produits homologués sont encore revus, sont mis à jour. Donc, c'est ces produits qu'on devait retrouver sur le terrain et non autre chose. Monsieur Dao. Il faut dire que ce n'est pas facile. Nos frontières sont suffisamment poreuses. Sinon, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons des postes de contrôle phytosanitaire qui se trouvent, en tout cas au niveau des frontières, presque toutes les frontières du Burkina, on a des postes de contrôle phytosanitaire qui sont chargés de contrôler les importations de ces produits chimiques et de recaler ceux qui sont non homologués, voilà, et laisser passer ce qui est homologué. Mais vous connaissez les commerçants, ils ont d'autres systèmes, en tout cas, pour pouvoir contourner ces dispositifs de contrôle et rentrer dans le pays. En dehors de ça, chaque année, le ministère également a des opérations de contrôle inopiné qui sont organisées. Cette année, on l'a organisé à Bobo, on l'a organisé à Ouaga ici aussi, qui nous amène à aller sur le terrain, à contrôler les magasins de stockage des produits chimiques et de voir, non seulement de voir si le commerçant en question est agréé, s'il a un agrément, parce que pour avoir un agrément, il faut avoir une formation de base en connaissant des produits chimiques. Est-ce qu'il a un agrément? S'il a un agrément, on regarde dans les magasins, est-ce qu'il vend des produits homologués? Voilà. Et dans le contrôle inopiné, il n'a pas un agrément, tout ce qui est produit dans la boutique, que ce soit homologué ou non homologué, on ramasse tout. Et s'il a un agrément, les produits qui ne sont pas homologués, on ramasse et on l'interpelle. On les retire. Voilà. Ok, donc, docteur Traoré, en dehors du réfrigérateur, est-ce qu'il existe d'autres techniques de conservation des fruits et légumes? Parce qu'il y a des légumes aussi qu'on ne doit pas garder dans le réfrigérateur. Ok, merci pour la question. Je dirais oui. Le réfrigérateur n'est pas le seul moyen. La preuve est que dans les campagnes, les gens conservent les légumes, voilà, avec leurs moyens de bord. Voilà. Mais aussi, la conservation dépend de l'objectif. Un ménage qui veut conserver ses légumes pour sa petite consommation n'est pas obligé de mettre les grands moyens, comme un businessman qui s'installe, qui veut stocker, voilà, qui veut faire des affaires. Ce businessman, par exemple, il va lui falloir une chambre froide, obligatoirement. Voilà. Par contre, au niveau ménage, c'est vrai que nous avons les réfrigérateurs à disposition. Sinon, en dehors de ça, il y a des techniques de conservation aussi. On peut utiliser des habitats bioclimatiques sur lesquels l'IRSAT a travaillé et on a, en tout cas, jusque-là, on a eu des résultats qui permettraient aux producteurs même déjà de conserver les récoltes bord champ au lieu de le laisser à température vraiment trop élevée, puisque ça permet d'avoir des différences de température allant jusqu'à 10 degrés entre la température à l'intérieur du dispositif et la température ambiante. Voilà, donc il y a déjà ça. Mais quand on parle de conservation, il y a des petites transformations aussi qui rentrent dans le cadre de la conservation, on peut le dire. Voilà, pour les fruits et légumes, on peut peut-être faire des conserves et puis garder. On peut sécher, c'est une forme de conservation pour l'avoir au moment où ça n'est pas disponible. Parce que vous savez que la plupart de nos fruits et légumes sont là que pour une période donnée. Voilà. Il y a les confits, voilà, il y a ces genres aussi de procédés qu'on peut appliquer. C'est pour dire qu'en matière de fruits et légumes, le carrefour entre conservation nette et puis transformation, on passe très vite de l'un à l'autre, en fait, oui. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons essayer de faire un tour de table. Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous avez comme message par rapport
à ce que nous venons de dire sur la production, la dégradation des fruits et légumes. Oui, le message que j'ai à dire, c'est interpeller les consommateurs à plus de vigilance, à plus d'exigence, parce qu'on ne va pas prendre son argent et acheter du mauvais pour s'intoxiquer par la suite. Il faut être vigilant, il faut être exigeant, poser chaque fois la question, apprenez à connaître ce que vous devez acheter. Ça, c'est votre droit le plus absolu, d'autant plus que si on n'est pas prêt à vous donner des informations, libre à vous de continuer ailleurs. Mais une chose aussi est claire, c'est qu'il faudrait que dans la consommation, on évite forcément d'aller vers ce qui est beau. Nous avons vu des cas où des deux champs côte à côte, on utilise des pesticides ici et l'autre côté, on n'en utilise pas. À la récolte, les choux sont perforés de l'autre côté, mais là, ce n'est pas perforé. La bonne ménagère préfère ce qui n'est pas perforé parce que là, c'est joli. Mais ce que les insectes même ont refusé, il faudrait que l'on évite de l'utiliser. Donc, il faudrait que l'on ait ce réflexe, ce bon sens parfois, pour dire que ce n'est pas forcément ce qui est beau qui est bon. Et à l'endroit des autorités, il faut vraiment descendre sur le terrain, il faut vraiment mouiller le maillot pour protéger le consommateur, parce que l'utilisation de ces manières qui permettent aux consommateurs de perdre là, c'est vraiment élevé aujourd'hui et nous demandons vraiment de l'assistance comme nous devons l'avoir. Merci pour cette émission qui nous aura permis en tout cas de toucher du doigt une des réalités que nous vivons. Monsieur Dao, oui. Comment réduire la contamination des fruits et légumes par les pesticides? Pour réduire la contamination des fruits et légumes par les pesticides, il faut impérativement réduire l'utilisation des pesticides. Et comment réduire l'utilisation des pesticides? Il y a beaucoup de méthodes. Voilà. Nous utilisons les pesticides pour lutter contre des ravageurs, des nuisibles des cultures et lutter contre les mauvaises herbes. Donc, il y a d'autres méthodes de lutte qu'on peut mettre en place et qui nous permettra, en tout cas, de réduire l'utilisation des pesticides. D'abord, pour ce qui est contre les nuisibles des cultures, il faut des opérations culturelles, en tout cas bien respectées. Vous pouvez en tout cas réduire un temps soit peu les attaques des nuisibles. Notamment, il y a la lutte préventive. Avant de mettre le champ en place, il faut d'abord se débarrasser de tout ce qui est résidu de pesticides. Et il y a des plantes de réservoir qui gardent les insectes, voilà, jusqu'à ce que vous mettez votre culture en place. Donc, il faut procéder au nettoyage correct du champ avant de procéder à mettre en place vos cultures. Ça, c'est un système qui peut, en tout cas, empêcher les ravageurs de s'installer aussi vite que ça. En dehors de ça, on a d'autres méthodes de lutte. Il y a l'association des cultures. Si vous associez des cultures, il y a de ces cultures-là, si vous les associez, ça permet de réduire, en tout cas, les attaques des nuisibles. En dehors de ça, on a les pestes. Quel type de culture? Oui, si vous rentrez sur le terrain aujourd'hui, de loin, si vous voyez un champ d'oignons, vous allez croire que c'est un champ de maïs. Ils font l'oignon et ils intercalent avec le maïs. Vous avez la tomate. Et si vous prenez la tomate, vous sémez, vous associez avec la plante, là s'appelle quoi encore? Il y a une autre plante, quand on arrive, j'ai oublié le nom, et je pourrais me rappeler après. Voilà, si vous associez, ça permet de contrôler les ravageurs de tomates, notamment Tuta absoluta.
Voilà, vous pouvez contrôler tout en absolutant en faisant cette association. En dehors de ces associations des cultures, pour les associations, comme on a des agents sur le terrain, tous ceux qui sont intéressés par ça, s'ils s'intéressent aux agents de vulgarisation, ils peuvent les conseiller les bonnes techniques sur le terrain. En dehors de ça, on a les produits bio. Voilà, des pesticides bio qui sont produits à base des extraits végétaux. Notamment, on peut citer l'huile de Nîmes, les extraits issus des feuilles de Nîmes, il y a l'ail, le piment, tout ça. Et on arrive à faire des mélanges pour faire des traitements avec et qui se sont avérés efficaces sur le terrain. Donc, si on met ça en œuvre, ça peut réduire l'utilisation des pesticides. Et en dehors de ça, non, c'est ce qu'on appelle la lutte intégrée. C'est d'associer plusieurs méthodes de lutte. Voilà, au moins 2 méthodes de lutte en dehors de ces opérations culturelles que j'ai dit. Et vous pouvez ajouter l'utilisation des pesticides bio ou soit utiliser des variétés résistantes. Il y a des variétés qui sont résistantes aux attaques des insectes ou des nuisibles. Voilà. Il faut dire que l'utilisation des pesticides, c'est le dernier recours. C'est quand on n'a plus d'autres solutions qu'on va vers les pesticides. Et lorsqu'on va vers les pesticides, il faut que ça soit une utilisation raisonnée, une utilisation sécurisée et une utilisation efficace. Raisonnée, pourquoi? Vous ne pouvez pas aller sur votre terrain, aller découvrir quelques insectes sur le champ et courir aller prendre des produits chimiques venus traiter. Donc il faut que ça soit, le seuil de nuisibilité soit atteint. Si le seuil de nuisibilité est atteint, vous pouvez maintenant aller vers les produits chimiques pour pouvoir faire les traitements. Et ces traitements aussi, ça doit être des traitements, si possible, localisés sur la partie qu'il faut traiter. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un traitement de couverture. Et traitement sécurisé, il y a des techniques, comme M. Traoré l'a dit, les femmes qui utilisent des balais pour faire les traitements. Non, c'est déconseillé. Il y a des mesures et usages sécuritaires des pesticides, des pratiques, des bonnes pratiques d'utilisation des pesticides qu'il faut utiliser. Donc, si vous ne mettez pas ça en place, vous mettez en danger et vous mettez les consommateurs en danger. Et troisièmement, je dis, il faut que ça soit efficace. Pour être efficace, si vous ne respectez pas le dosage de vos produits, vous allez déverser les produits dans la nature, le traitement ne sera pas efficace. En dehors de ça, il y a des paramètres de traitement. Il faut connaître le débit de votre appareil, le volume à traiter, et tous ces paramètres-là, le vent, la direction du vent, vous pouvez traiter. Si le vent est trop fort, vous traitez votre champ et le produit se déverse dans le champ d'une autre personne. Voilà. Donc tous ces paramètres sont là, et si vous ne respectez pas, vous allez déverser vos produits, ça ne sera pas efficace. Voilà, merci. Okay, merci beaucoup. Dr. Traoré. Oui. Ok, merci. Merci, madame. Le problème touché du doigt ce soir est vraiment un problème réel. Voilà. Malheureusement, on n'a pas eu l'avis des téléspectateurs, mais je sais que tout un chacun, dans nos quotidiens, nous rencontrons ce problème et nous en avons peur. Voilà, chacun gère le problème à son niveau. On sait déjà bien qu'on en parle comme ça. Et que les gens prennent conscience de ça. Sinon, le risque est vraiment réel. Maintenant, pour sortir avec une note d'espoir, voilà, il faut noter que de plus en plus, il y a des associations de producteurs qui sont en train de s'essayer à des productions qui n'utilisent pas trop d'intrants. Voilà, la notion d'agroécologie. Voilà. Peut-être que ça n'a pas encore bien pris, mais de plus en plus, la recherche est sollicitée pour accompagner ces acteurs-là afin d'avoir des résultats qui pourront être utilisés pour convaincre les autres producteurs à aller dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'on est dans une situation où il y a des soucis. Voilà. Monsieur Gueye, comment bien consommer ces fruits et légumes dans ce contexte et bénéficier de ces bienfaits? Il faut dire que si on respecte toutes les règles qui ont été édictées ici, qui ont été citées, les bonnes pratiques depuis
la fourche, le champ, le transport, le stockage jusqu'à la fourchette, on devrait pouvoir en principe en tirer le bénéfice maximum. Pourquoi? Les fruits et légumes sont un concentré de sels minéraux, de vitamines, d'antioxydants, de fibres alimentaires. Donc c'est une mine d'or. Ça ne devrait pas être une source de maladie. Mieux encore, et ça j'insiste dessus, si toutes les règles sont respectées, il y a une règle qui demeure et que les gens doivent savoir et l'appliquer. Un fruit, ça se mange. Un fruit, ça ne se boit pas. Je vous remercie. Les propos qui vont donc servir de conclusion à cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.